Un monsieur en route pour un voyage fantastique dans l'imaginaire de nos voisins. Et oui, cette semaine, à l'approche des fêtes de Noël, les contes et légendes sont à l'honneur. Alors, quelles histoires mythiques ont fait rêver des générations entières? Comment sont-elles transmises pour perpétuer la tradition? Quelle place occupent-elles dans les autres pays? C'est ce que nous verrons ce matin avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence, bien sûr, qui suit a été enregistrée. Il était une fois 4 conteurs hors pair. J'ai nommé Sandrine Mercier qui nous donne rendez-vous en Espagne, Alexia Kefalas que l'on rejoindra en Grèce, Élise d'Herbemès qui a fait le déplacement en Amazonie et enfin Nicolas Bertrand qui lui nous attend en Inde. Alors pour le tout premier chapitre du jour, nous partons en Espagne à la rencontre d'une figure emblématique qui redonne le sourire aux enfants. J'ai nommé la petite souris. Bonjour Sandrine, il paraît que le mini rongeur a une identité bien précise chez vous. Quel est son petit nom ? Bonjour Laurent. Eh bien, tous les Espagnols la connaissent comme El Ratoncito Pérez. C'est un nom de famille très répandu en plus ici en Espagne, comme si la petite souris faisait partie de chaque famille espagnole. Cette histoire a d'abord été racontée oralement, mais elle est vraiment née sous la plume, il y a 170 ans, du père Luis Coloma, un jésuite, qui était chargé d'écrire cette histoire pour le petit Alphonse XIII. C'était le roi qui était tout inquiet de perdre sa dent. Aujourd'hui encore, ça fait partie des contes préférés des petits Espagnols. Alors, même si je sais, ce n'est pas du tout l'heure d'aller dormir, installez-vous confortablement pour écouter l'histoire racontée par Marie Bolinches et Johan Prodhomme. Notre histoire commence à Madrid, il y a 125 ans. Le roi s'appelle alors Alphonse XIII et il n'a que 8 ans. À la même époque, Monsieur Pérez, un souriceau madrilène, vit à quelques mètres du palais. Dans les sous-sols du numéro 8 de la rue Arenal. Sa maison est aujourd'hui un musée qui attire chaque année 50 000 enfants. Hola, bienvenidos a la casita Museo El Ratón Pérez. Vamos, atentos, Et voici à quoi ressemble la petite souris imaginée par le jésuite Luis Coloma. C'était le conseiller de la famille royale. Il a écrit ce livre à Alphonse XIII quand il a perdu sa première dent. L'histoire raconte les aventures du roi avec le souriceau. Une nuit, le souriceau rend visite au roi. Il le transforme en souris pour lui présenter ses sujets les plus pauvres. À la fin, Pérez offre une dent en or au roi en échange de sa dent de lait. La relique royale est exposée dans le musée. Aujourd'hui, Pérez est sans aucun doute la souris la plus célèbre d'Espagne. Quand on perd une dent de lait, il nous offre un cadeau. En échange, les enfants lui offrent leurs plus beaux dessins. Ratoncito Pérez. Héros des enfants, le Ratoncito est aussi une star au théâtre et plaît à toutes les générations. Quand j'étais petite, j'étais ravie de perdre mes dents. J'attendais que le Ratoncito Pérez m'apporte une récompense. Le souriceau joue à guichet fermé depuis 9 ans dans ce théâtre de Madrid. 1 heure d'aventure, avec à la clé la réponse à un mystère. Que fait la petite souris des dents des enfants ? Quand les enfants perdront une dent, je la récupérerai et la transformerai en une merveilleuse perle. Je crois que cette histoire fait écho en chacun de nous. Elle nous dit que quand on est sage, que l'on fait une bonne action ou qu'on est généreux, on est récompensé. Mais attention, Monsieur Pérez ne passe que chez les enfants qui se lavent bien les dents. 125 ans après leur création, les aventures du souriceau continuent donc de bercer les nuits de tous les petits Espagnols. Et Sandrine, quand ce ne sont pas les souris, les petites souris, ce sont les dragons, les gros dragons qui font rêver les petits Espagnols. C'est ça, oui. La petite souris court partout en Espagne, mais chaque région a ses propres contes. Et ici, en Catalogne, à Barcelone, où je me trouve, le plus populaire est celui de la légende de Sant Jordi.
On raconte qu'un féroce dragon semait la terreur. Chaque jour, on devait tirer au sort une personne qui serait dévorée par le dragon. Un jour, le sort tombe sur la princesse. Apparaît alors un chevalier, San Jordi. Il lève son épée et transperce le dragon en plein cœur. De sa blessure va jaillir non pas du sang, mais des roses. San Jordi en offre une à la princesse. Aujourd'hui, le saint patron de toute la Catalogne, c'est donc ce San Jordi. On le fête le jour des amoureux au printemps et évidemment, on offre une rose. Je vous rappelle quand même que pour nous, Sandrine, le héros espagnol qui vient spontanément à l'esprit, c'est quand même Don Quichotte, bien sûr. Effectivement, Laurent, et pour cause, figurez-vous que Don Quijote de la Mancha est le livre le plus lu dans le monde après la Bible. Écrit par Miguel de Cervantes il y a plus de 400 ans, il a traversé les siècles. Et même si Don Quijote est plus un anti-héros qu'un super-héros, car il est vieux, il n'est pas très beau, il est assez naïf, il a malgré tout ce côté rêveur, généreux et surtout idéaliste. Ce livre est considéré comme l'un des premiers romans modernes, mais son récit continue de nourrir l'imaginaire des films, des pièces de théâtre ou encore des contes pour enfants. Merci beaucoup Sandrine, bon Noël bien sûr à vous et vos équipes et à très bientôt. Le voyage, Merci. Notre voyage se poursuit en Grèce et alors là, ce n'est pas la même histoire. On est assez loin des héros bienveillants qui ont bercé notre enfance. Bonjour Alexia, comment s'appellent tous ces personnages atypiques qui effraient d'ailleurs autant qu'ils fascinent hein? Oui, bonjour Laurent, ce sont les Kalikatzari. La légende raconte que ce sont des esprits démoniaques, très laids, très très maigres. La semelle de leurs chaussures qui est en bois fait penser à celle des pieds de bouc. Ce sont des esprits en fait vêtus de vieilles guenilles, mais parfois nus. Selon la tradition, ils apparaissent sur Terre entre Noël et l'Épiphanie, dans les campagnes, sur les routes, dans les maisons. Ils saccagent d'ailleurs les maisons. Et puis, ça les amuse. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jaloux, effrayants et malfaisants. Ouais, un drôle de lutin quand même ces créatures, mais ce n'est pas très festif pour Noël, non ? Effectivement, Laurent, eh bien, ces esprits font peur. Alors, pour comprendre, cette tradition serait, selon certains experts, une réminiscence des fêtes dionysiaques de la Grèce antique, qui étaient source de nombreux débordements et qui ressemblent à des exactions faites par les lutins. Alors, mais les Grecs, aujourd'hui, forcément, n'ont pas complètement traduit cette tradition. Ils sont simplement vêtus de noir aujourd'hui et plus sympathiques. Je vous invite, Laurent, à découvrir leur univers dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis et Yorgos Biris. À Florina, dans le nord de la Grèce, comme dans une grande partie du pays, toute la ville sonne l'arrivée de Noël. Ici, la naissance du Christ se vit et se raconte à travers des êtres perturbateurs, nommés les Kalikatzari. Ils envahissent les villes et les villages pendant toute la période des fêtes pour embêter les habitants, les kidnapper et les jeter dans des baignoires d'eau gelée. Le rite peut paraître cruel, il se perpétue pourtant chaque année dans les écoles dès le plus jeune âge. Et on y incarne les créatures pendant toute la période. En Grèce, nous croyons depuis de très longues années que les Kalikatzari surgissent des entrailles de la terre 12 jours par an pour embêter les gens de diverses manières. On le transmet de génération en génération. Moi-même, je l'ai appris par mon grand-père et je le transmets aux enfants. Nous, ils nous font peur, alors on va protéger les cadeaux pour les enfants. Une fois déguisé, ce conte de Noël peut commencer et sa mise en scène aussi. Il coupe tous les jours l'arbre qui tient le monde et au moment où il touche au but, Noël arrive et miraculeusement le bois se reconstitue. Alors il s'énerve. Aux enfants, on raconte des choses plus joyeuses, que les Kalikatzari taquinent les gens, les embêtent, mais sans plus. Mais les gens en avaient peur et en ont peur encore aujourd'hui à cause de leur apparence moche et étrange. L'histoire peut donc être édulcorée, mais Yanis Moralis, le maire du Pirée près d'Athènes, veut tout faire pour que cette légende résiste au fil du temps et des influences venues d'ailleurs. C'est important parce qu'il y a un sens derrière ces êtres qui emploient tous leurs efforts pour scier les colonnes en bois qui soutiennent la terre afin qu'elle s'effondre. Et comme ils n'y arrivent pas, ils tyrannisent les gens. Mais c'est encore très actuel comparé au Père Noël, qui n'est pas une tradition grecque.
Mais la légende semble parfois être prise au sérieux. Les Grecs aujourd'hui gardent des liens avec le conte ancestral des Kalikatzari. On raconte par exemple que ces êtres détestent les odeurs fortes comme celle de l'encens. Alors pour les faire fuir, rien de tel qu'une bénédiction. Cette tradition a un lien avec l'Église, avec la naissance du Christ et avec son baptême, qui est le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Ce jour-là, la nature est bénie. On jette la croix dans la mer pour qu'elle soit repêchée, et tout ce qui est méchant s'éloigne. Alors, légende ou réalité, une chose est sûre, la fête ne risque pas de manquer. Alexia, c'est une tradition qui est encore aujourd'hui très répandue en Grèce ? Oui, bien dans la plupart du pays, la légende se raconte et dans certains villages, il y a aussi des spectacles de marionnettes avec les Kalikatzari, donc ces fameux lutins. Mais forcément, le Père Noël, avec son costume rouge flamboyant et son ro-ro-ro, a pris le dessus. Alors, ce conte, effectivement, essaie de perdurer. Mais la vraie question, Laurent, c'est de savoir jusqu'à quand. Oui, c'est la bonne question, en effet. Merci beaucoup, Alexia, et à très bientôt, évidemment. Et il est temps de faire maintenant une petite pause numérique dans le royaume du web. Alors, bonne nouvelle, Julia, bonjour. Les contes et légendes sont en effet à portée de clic sur le net. De quoi faire rêver petits et grands. Exactement, on trouve de très nombreuses histoires sur Internet gratuitement à disposition des petits et des plus grands enfants. Si vous êtes en panne d'inspiration, je vous propose un petit échantillon. Alors d'abord ce site qui s'appelle Il était une histoire qui va proposer 5 histoires pour les petits, pour les grands, pour tous les âges qu'on peut apprécier avec des sons, des animations, des karaokés, des petits exercices pour voir si vous avez bien tout suivi. C'est une très bonne idée. Un deuxième site, alors là il s'agit vraiment d'un outil fabuleux, extrêmement bien réalisé. C'est des dessins animés qui sont revus et revisités par TV5 Monde. C'est de la vidéo, regardez ce que ça donne. L'idée, c'est de favoriser la francophonie, Laurent. Donc on va se baser sur des légendes françaises, africaines et canadiennes. Je vous propose d'écouter l'histoire de Kumba, la fille sans mère, qui est un conte sénégalais. Cette fillette était polie et travailleuse. Elle seule cuisinait pour toute la famille. Tous ceux qui la voyaient l'aimaient, sauf la seconde. L'idée, vous avez vu, hein, et du côté des grands classiques, je voulais vous proposer aussi ce site qui s'appelle Hello Kids. Alors là, c'est vraiment les contes classiques de notre enfance, mais aussi les contes de Noël, les contes d'Halloween. Vraiment de quoi faire découvrir tous les plaisirs de la lecture, toujours gratuitement. Et d'ailleurs, pourquoi pas de l'écriture aussi. Et quand les belles histoires nous aident à faire passer des messages, c'est encore mieux, non ? Oui, les contes ne sont pas là juste pour endormir nos enfants. Ils sont là aussi peut-être pour les faire réfléchir et les aider, nous prévenir d'éventuelles menaces. L'Internet, les contes peuvent aussi servir à apporter des messages. Et c'est le cas de cette initiative de la prévention suisse de la criminalité qui a eu l'idée de reprendre 5 contes pour sensibiliser les enfants aux dangers d'Internet. Regardez, il était une fois Internet avec 5 contes, Hansel et Gretel au café Internet, le vilain méchant loup dans le chat des petites chèvres, le jeune cygne et les tout vilains petits canards, la princesse offerte en cadeau ou encore Ali Gaga et les 40 mots de passe. Autant vous dire qu'au travers de ces contes, on apprend aux enfants quels sont les dangers du web et on leur explique ça de manière très claire. C'est un très très bel outil. Vous savez quoi ? Le dernier, là, je le valide. Merci beaucoup. Merci, Julia. Allez, pour la suite de l'histoire, nous partons vers d'autres horizons, bien entendu. Direction maintenant l'Équateur, et plus précisément l'Amazonie, où les contes et légendes font partie du quotidien. Bonjour Élise, et bienvenue dans C'est un monde. Les récits ancestraux sont ancrés dans la culture. J'imagine qu'ils sont très importants là-bas. Absolument, Laurent, très important et très nombreux. Nous avons rencontré la tribu Quichua qui vit dans cette partie de l'Amazonie. Et pour les Quichua, ces légendes et récits héroïques font partie intégrante de leur identité. Ils forment même ce lien précieux entre la jeune génération et la culture Quichua. Car même si nous sommes à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, les technologies et certains aspects d'une vie moderne frappent régulièrement à la porte de la tribu. Alors pour préserver leurs traditions et leur mode de vie ancestral, il est très important que les jeunes connaissent ces récits et ces légendes. Et ce sont les grands-parents qui ont ce rôle de raconter ces histoires et de transmettre aux nouvelles générations les valeurs, la culture et la langue quichua, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Michael Lantaron. Chaque jour, Delphine Alvarado emprunte les eaux troubles de la rivière Napo. Il vit au cœur de la forêt amazonienne où aucune route ne mène, où seuls les initiés peuvent accéder.
Aujourd'hui, la rivière est calme et le voyage agréable. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Les tribus locales savent que dans ces eaux vivent des monstres légendaires. Delphine Alvarado fait lui partie de la très ancienne tribu des Quichua. Il vit ici avec toute sa famille. Nous allons rendre visite au grand-père de la tribu, Pedro, qui a réuni aujourd'hui toute sa famille pour un moment solennel avec les Wawa, les enfants du village. Nous allons assister à une tradition qui se transmet de génération en génération. Dans le village de Pedro, pas d'électricité ni d'eau courante, mais un mode de vie plus modeste, traditionnel. Avec sa femme Livia, ils sont les gardiens de la culture quichua et tentent de préserver de leur mieux la façon de vivre de leurs ancêtres. Ce matin, ils rassemblent tous les enfants pour la traditionnelle heure du conte. Venez ici les enfants. Comme leurs grands-parents avant eux, ils vont transmettre aux plus jeunes les légendes de leur enfance. Pendant que les femmes préparent la chicha, la boisson traditionnelle, le grand-père commence son récit. Ce matin, je vais vous raconter la légende de Yakumama. Un jour, un pêcheur découvre une partie encore inconnue de la rivière. Il se frotte les mains de son aubaine. Il sera le seul à pêcher tous ses poissons. Mais ces eaux, en apparence si calmes, hébergent un serpent géant, un anaconda vil et affamé. Le serpent repère le pêcheur et le poursuit. Le pauvre homme rame aussi vite qu'il le peut, mais son canoë se coince dans des racines. Il se pense alors perdu et décide de prier Dieu. C'est à ce moment-là que 4 tapirs apparaissent. Ils se mettent à se battre entre eux, ça distrait l'anaconda, le pêcheur en profite pour s'échapper, sans poisson, mais en vie. Le grand-père a choisi cette légende de l'anaconda car la vie dans la forêt amazonienne est dangereuse. Le serpent géant de ce récit est un mythe. Mais la forêt est pleine d'animaux sauvages et ces légendes sont des conseils déguisés. Sur la rivière et dans la forêt, il faut être brave, mais aussi et surtout attentif et judicieux. Outre la morale, les enfants savent pourquoi leurs grands-parents tiennent à ces histoires. C'est pour nous apprendre le quichua. Et toi, plus tard, tu voudras enseigner le quichua à tes enfants et petits-enfants? Oui. Je continue de raconter nos légendes à mes petits-enfants en quichua pour qu'ils ne perdent pas notre langue traditionnelle. En tant que grands-parents, on peut avoir encore cette influence sur eux, car ils ne veulent plus parler quichua avec leurs parents. Aussi longtemps que nous serons sur Terre, nous maintiendrons la culture et la langue de nos ancêtres. Si tous ces enfants, comme leurs grands-parents aujourd'hui, continuent de transmettre les légendes et les récits de leur tribu, alors la langue quichua perdurera. Merci beaucoup, Élise. Merci pour ces images, pour ce témoignage et cette belle histoire. Et à bientôt, bien sûr. Allez, retour chez nous à présent avec Olivia de Lambertry qui va nous rejoindre. Avec elle, on va se pencher sur les contes et légendes qui ont bercé notre enfance. Bonjour, Olivia. Bonjour, Laurent. Quelles sont leurs particularités en France ? Eh bien, les premières vraiment légendes qu'on raconte encore aujourd'hui à nos enfants, ce sont celles des chevaliers. En France, on n'a pas de dieux comme en Grèce, on n'a pas de super-héros comme aux États-Unis, mais on a des chevaliers. Alors, les histoires des chevaliers, elles ont été écrites par différents auteurs, popularisées par Chrétien de Troyes il y a quand même longtemps, puisque c'était à la fin du XIIe siècle, et rassemblées autour du roi Arthur. Vous savez, pour ceux qui ont vraiment la mémoire qui flanche, l'histoire, on la connaît, c'est Merlin qui demande au roi Arthur d'aller chercher les meilleurs et les plus preux des chevaliers pour partir à la conquête du Graal. Donc nos super-héros s'appellent Perceval, Lancelot, Merlin. Ils portent des collants comme les Américains, mais ils portent aussi des armures. Et c'est à cause de ces chevaliers, grâce à ces chevaliers, que les déguisements les plus populaires chez les petits garçons, ce sont toujours des chevaliers. Et les petites filles, d'ailleurs, des fées, la fée Morgane et la fée Viviane. Alors ça, ce sont des légendes, mais il y a les contes aussi qui sont arrivés par la suite, ou qui en viennent peut-être d'ailleurs. Oui, qui sont arrivés effectivement un peu par la suite. Et en France, cocorico, on a la superstar mondiale du conte, Charles Perrault, bien sûr, qui est né en 1628 et qui est l'auteur vraiment de dizaines de contes. Je pense que tous les parents qui nous écoutent ont un jour raconté Cendrillon, La Belle au bois dormant, Barbe bleue, Le petit chaperon rouge, Le petit Poucet. Tout cela, c'est Charles Perrault. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
on connaît ces histoires, mais on ne connaît pas forcément la version originale de Perrault. Parce que Walt Disney a à la fois fait beaucoup de bien en popularisant ses héros, mais beaucoup de mal en les édulcorant. Or, chez Perrault, il n'y a pas de petites souris mignonnes pour fabriquer des robes en une nuit pour Cendrillon. Au contraire, c'est assez sanglant, c'est assez cruel. Un exemple, le petit chaperon rouge, par exemple, qui finit dévoré avec sa grand-mère. Oui. Dans la version de Perrault, il reste dévoré dans le ventre du loup. Ce sont les frères Grimm qui inventeront un personnage de chasseur qui ira découper le ventre du loup pour récupérer le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Pour une fin plus heureuse. Mais Une fin plus heureuse. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas grave que ce soit cruel. Vous savez, il y a un grand psychanalyste qui s'appelle Bruno Bettelheim qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées. Et Julia le disait un peu tout à l'heure, c'est très bien les contes. Ça permet aux enfants d'exorciser leurs sentiments négatifs, violents, et leur peur. Donc évidemment, il faut continuer à leur raconter des contes de Perrault le soir. Et ça n'est pas ce qui manque en France, les contes, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de succès que d'autres? Alors, le champion intersidéral, j'ai envie de dire, de tout l'univers du conte, toute catégorie, c'est Le Petit Prince. Nous parlions cette semaine de Saint-Exupéry. Voilà, le héros de Saint-Exupéry détient le record de traduction. On est à plus de 360. Mais oui, dans tous les dialectes et toutes les langues. Et vraiment, son univers, sa rose, son renard, son credo, on ne voit bien qu'avec le cœur, font vraiment partie du patrimoine français. Et c'est tant mieux parce que c'est magnifique. Autre héros du patrimoine français, en tous les cas dans l'Est de la France, Saint-Nicolas, que j'ai choisi exprès pour vous, parce que Saint-Nicolas, on le sait moins, il est le saint patron des mariniers et des navigateurs. Et de Saint-Nicolas, on est passé à Santa Claus, le Père Noël. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup. Vous savez quoi? Je vous offrirai bien, j'allais dire, je vous dessinerai bien une rose plutôt qu'un mouton. Oh, j'adorerais. C'était passionnant. Allez, pour le mot de la fin, nous partons maintenant en Inde. Merci encore, Olivia. L'Inde où les héros des tout-petits ne sont autres que les dieux de l'hindouisme. Bonjour, Nicolas. Si j'ai bien compris, Superman ne fait absolument pas le poids face à Krishna, par exemple. Est-ce que tous les contes pour enfants s'inspirent de ces divinités, réellement? Oui, bonjour Laurent. Effectivement, ici en Inde, les enfants sont bercés depuis leur toute petite enfance par les histoires de ces millions de dieux. Il y a Krishna, vous en parliez, mais également Rama, Ganesh, et il y a des centaines et des centaines de légendes liées à chacun de ces dieux de l'hindouisme, des légendes les plus extraordinaires possibles. Et ce sont ces histoires divines que les parents racontent à leurs enfants le soir avant de s'endormir presque exclusivement. Et d'ailleurs, ici, si vous demandez à un enfant de vous dire quel est son conte préféré, il vous parlera d'un dieu à coup sûr. Et d'ailleurs, lors des festivités, lorsqu'il faut se déguiser, eh bien, les petits garçons, les petites filles se griment, se déguisent en petits dieux et en petites déesses. Mais cela va encore bien plus loin. Laissez-nous vous raconter cette histoire indienne, un reportage d'Amanda Jaquel et de Ram Pateria. Il était une fois dans un pays très, très lointain. Je vais vous raconter l'histoire du Mahabharata. Le roi Shantanu se maria avec la déesse rivière, Gange. La déesse Gange, le dieu singe. Les divinités sont les héros qui font rêver les enfants. Et leurs histoires se vivent en famille. Les plus populaires inspirent des dessins animés. Ici, le héros Chhota Bhim se fait aider par des dieux hindous dans ses multiples aventures. Chhota Bhim, c'est un petit garçon qui adore les desserts. Et il devient super fort quand il en mange. Et il combat les démons. Dans la chambre de Shaurya et Shlok, le dessin animé se décline à l'infini. On a des posters avec Chhota Bhim. Et même un sac avec Chhota Bhim. Et les justiciers préférés des deux garçons sont des divinités hindoues, comme Hanuman, le dieu singe. C'est un super-héros! Et lorsqu'on leur demande de choisir, Krishna est plus fort que Superman. Pourquoi? Parce que c'est un dieu. C'est le dieu de la nature. Leur maman, Sonali, a elle aussi grandi avec ces histoires,
qu'elle leur transmet aujourd'hui. Je leur fais découvrir des contes inspirés de l'histoire de l'Inde. Donc on peut dire que ce sont des fables hindoues. Dans les librairies, au rayon bande dessinée, les dieux hindous rivalisent avec Batman ou X-Men. Voici les visages de ces idoles indiennes. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, ou Hanuman, encore et toujours. Hanuman, c'est le Superman de notre culture indienne. Là, dans cette histoire, il vole jusqu'au Sri Lanka. Il va là-bas pour sauver la princesse Sita. Il arrive parfois que ces contes prennent vie. Dans ce théâtre de New Delhi, une troupe d'adultes et d'enfants joue Alice au pays des merveilles, version indienne. Le dieu Krishna y est l'un des personnages principaux, incarné par le petit Aram. J'aime jouer Krishna parce que c'est un polisson comme moi. Le héros Krishna, protecteur de la nature, vient sauver Alice. Allez, libère Alice. Non! Je ne peux plus m'arrêter. Dansons. Une chose est sûre, en Inde, l'imagination des enfants vivra heureuse et longtemps, très, très longtemps. Impressionnant. Et dites-nous, Nicolas, est-ce que tous ces dieux ont autant de super pouvoirs que les héros américains que vous avez cités? Eh bien oui, bien sûr, ils ont des super pouvoirs et des pouvoirs sacrément puissants. Prenez par exemple Hanuman, le dieu singe dont nous parlions dans le reportage. Eh bien lui, il a le pouvoir de voler tout simplement et avec son gourdin, il met une raclée à tous les méchants. Ensuite, il y a Vishnu. Alors Vishnu, lui, il se déplace sur le dos de son aigle, Garuda, et son pouvoir à lui, c'est de se réincarner. C'est pas mal ça aussi. Et donc il peut envoyer sur Terre ses avatars afin de sauver et de préserver le monde. Encore un exemple avec Brahma. Brahma, c'est un des dieux les plus importants ici. C'est lui qui a créé le monde. Eh bien Brahma, il est omniscient, il sait tout, il voit tout, il comprend tout. D'ailleurs, c'est le dieu de la connaissance ici. Et comme vous le voyez, il y a largement de quoi faire rêver les enfants. Et au fait, est-ce que ces légendes sont aussi racontées dans les écoles ou exclusivement à la maison par les parents? Alors oui, ce sont bien sûr avant tout les parents qui racontent à leurs enfants ces histoires de Dieu le soir avant de s'endormir ou à n'importe quel autre moment de la journée. Mais à l'école aussi, on raconte les épopées de ces dieux de l'hindouisme et particulièrement les histoires qui se cachent derrière chacun des jours fériés. Il faut savoir que l'école ici en Inde n'est pas laïque, donc rien de plus normal que de parler des dieux. Cela fait partie de la culture de ce pays très très religieux. Merci beaucoup Nicolas et passez surtout de très belles fêtes de fin d'année.